Aujourd'hui, donc, on a le plaisir de recevoir Thomas Séon, qui vient du laboratoire Jean Leron d'Alembert à Paris. Thomas, on l'avait prévu 2 fois déjà. C'est la 3e date et c'est la bonne. Donc on est très content d'avoir finalement réussi à la voir. On a eu plein de problèmes à chaque fois, on a dû annuler. Vous savez bien qu'on a annulé plein de choses ces derniers mois, notamment sa conférence. Donc enfin, on arrive à la faire. On est très content de la voir. Il va pouvoir nous raconter aujourd'hui une histoire de freezing et de drop impact. Quoi d'autre à vous dire? Non, vous êtes bien installés, tout va bien. Donc je pense qu'on va commencer. Très bien. Thomas, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Je suis très content d'avoir finalement pu réussir à venir. La première conférence était prévue en hiver dernier, en décembre dernier. Donc l'idée, c'était de raconter un peu des choses autour de la formation de glace et la solidification. Alors, je n'ai pas modifié le sujet, bien qu'on soit maintenant qu'en automne, mais enfin, comme c'est un automne un peu froid, ça s'adapte encore. Bon, on m'a dit qu'il fallait faire quelque chose au maximum pédagogique. Alors, plutôt que de prendre le parti de vous parler des différents résultats qu'on a eus au cours des dernières années sur ces études, donc je vous en parlerai, qui couplent solidification et puis écoulement capillaire. J'ai plutôt pris le parti de choisir une expérience, en fait la première qu'on a réalisée sur cette étude, et puis de l'utiliser pour vous parler un peu de la manière dont on a eu cette réflexion, comment est-ce qu'on a monté, comment est-ce qu'on a construit, disons, cette réflexion, vous parler un peu du contexte, et puis utiliser aussi cette expérience pour faire quelques incursions, rappeler aborder quelques notions de transfert thermique et de changement de phase. Et puis à la fin aussi, on parlera un peu évidemment de capillarité. Alors, la manip dont je vais vous parler, c'est celle qui est illustrée ici. Donc, c'est l'impact d'une goutte d'eau sur un substrat qui est initialement refroidi. Donc, la goutte d'eau va s'étaler, se solidifier, former une structure de glace qui peuvent être, différentes structures de glace qui peuvent être assez surprenantes. Ici, on en voit 2 exemples. Et donc, c'est le sujet de thèse de Virgile Tievna. Donc, toutes les manips que je vous montrerai ont été réalisées par Virgile, qui a maintenant terminé sa thèse il y a 1 an. Et donc, cette étude s'insère dans une thématique un peu plus large qu'on a initiée il y a 4-5 ans avec Christophe Josserand du laboratoire d'hydrodynamique de l'X à l'école polytechnique à Palaiseau, autour justement de ces problèmes de solidification, d'écoulement capillaire. Alors, ici, l'enjeu, c'est de s'intéresser donc à des systèmes qui couplent solidification, donc changement de phase et transfert de chaleur, et puis écoulement capillaire. Alors, écoulement capillaire, qu'est-ce que c'est? C'est donc des écoulements de liquide, ici d'eau exclusivement, à petite échelle, typiquement le centimètre, le millimètre, de telle sorte que les interfaces air liquide soient très présentes et donc jouent un rôle, un couplage important avec le front de solidification. Et on va voir que ce couplage donne lieu à des dynamiques intéressantes et puis à des formes aussi assez surprenantes. Donc, dans toute cette thématique, donc on s'est intéressé à l'impact de gouttes, on s'intéresse aussi au ruissellement d'un petit filet d'eau sur un substrat qui est très froid. On s'intéresse aussi à des problèmes de ruissellement de film, pareil, dans des environnements qui sont très froids. Et donc ici, à chaque fois, les objectifs sont doubles. Essayer d'améliorer notre compréhension de ces couplages multiphysiques, thermiques, hydrodynamiques, et puis aussi être capable de comprendre et de prédire la formation de ces structures de glace et leur forme finale. Alors c'est d'autant plus important de comprendre ces formes qu'elles apparaissent dans de nombreuses applications, autant dans les écoulements environnementaux que dans l'industrie. Et donc je commence avec quelques petits exemples de ces formations de glace. Alors évidemment, ça prend plutôt place dans les zones froides de la planète. Alors ici, j'ai mis quelques exemples. Donc une cascade de glace ici en haut à gauche.
qui se forment par ruissellement d'eau et donc ensuite croissance de cette structure. Ensuite, des stalagmites de glace qui se forment en général dans des grottes des régions froides et qui se forment par impact successif de gouttes d'eau et croissance donc, de cette structure. De même pour les stalactites par ruissellement et solidification. Et puis, j'aime beaucoup cette photo qui a été prise par Virgile Tievna dans une grotte en Sibérie l'hiver dernier. Où en fait là ça rassemble un peu tous les problèmes auxquels on s'intéresse, puisque donc ça c'est le plafond de la grotte, on voit qu'on a un ruissellement d'eau qui arrive probablement du haut là, un ruissellement d'eau sous forme de film qui va ensuite qui va se solidifier, mais qui va aussi se déstabiliser. En tout cas, sa structure solide fait apparaître un réseau de petits, de sortes de canaux, de rivières ici indées périodiques le long de ce film, et puis ensuite, par déstabilisation, on a des stalactites qui se forment. Et donc, la question, c'est de savoir, eh bien, peut-on prédire, peut-on comprendre, en tout cas, la formation de ces structures. Alors, dans le cas, par exemple, des cascades de glace, ça pourrait être intéressant, notamment de prédire la manière dont ça se forme, parce que on pourrait comme ça avoir une idée de la dynamique avec laquelle on a formation de cascades de glace, et peut-être ensuite essayer d'avoir aussi des idées sur la structure mécanique de la structure de glace, et ça a beaucoup d'applications, disons, dans des problèmes de risque, notamment pour les alpinistes. Voilà, alors l'autre grand domaine d'application, donc c'est l'industrie et essentiellement tous ces problèmes d'accrétion de glace. Alors, l'un des plus gros, une des industries où, disons, on fait le plus de recherches autour de ces problèmes d'accrétion de glace, c'est l'industrie donc de l'aviation, puisque eh bien, l'accrétion de glace sur des avions au sol ou en vol est un problème majeur qui coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on a des manières pour le régler qui sont assez sommaires et qui coûtent beaucoup d'argent. Et l'idée, ce serait d'essayer de comprendre un peu mieux la manière dont ces accrétions de glace se font pour ensuite être capable eh bien, de les éviter. Alors, il y a malheureusement eu plusieurs crashs dus à la formation de glace sur les ailes ou sur les senseurs, notamment les tubes de pitot. L'un des plus célèbres, c'est le Rio-Paris en 2009 qui s'est abîmé donc, dans l'océan Atlantique à cause de la formation de glace sur des tubes pitot qui ensuite enchaînaient toute une cascade de conséquences qui ont amené au crash. Alors évidemment, ce qui est vrai pour les avions est vrai pour de nombreuses structures, de nombreux grands bâtiments. Ici, on a l'exemple d'une éolienne qui aussi va voir sa portance diminuer avec l'accrétion de glace. On voit que là, voilà les manières que les industriels ont de régler ce genre de problème, c'est d'asperger en fait des liquides de sorte à faire fondre la glace. Pour les avions, c'est pareil. Hein. Bien souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer l'avion dans un immense hangar et ils viennent déposer un liquide sur tout l'avion pour éviter que le givre ne se forme en vol. Voilà, alors pour sortir un peu de la glace, mais rester dans ces problèmes d'écoulement capillaire, de gouttes, disons, et puis de solidification, il y a tous les problèmes liés à la formation de coating, des coatings métallurgiques, c'est-à-dire on dépose en fait un spray métallurgique, les gouttes vont impacter, s'étaler, et l'idée c'est d'avoir une densité de gouttes suffisamment grande pour qu'ensuite ce qu'ils appellent les splats, le splat de métal, puisse finalement couvrir toute la surface qu'on veut couvrir. Et puis un autre exemple, c'est évidemment, qui rentre aussi là-dedans, un peu différent, mais c'est l'impression 3D, où là on va déposer des gouttes qui sont encore liquides et qui vont se solidifier avec le temps. Voilà, alors en fait, malgré toutes ces occurrences, c'est finalement des sujets qui ont été assez peu étudiés pour différentes raisons. Je crois qu'une des principales raisons, c'est aussi des problèmes techniques. C'est assez dur techniquement d'aller voir ce qui se passe. On a souvent besoin de choses qui vont très vite, de caméras rapides, etc. Et c'est des choses qui ont émergé il y a disons, 1 ou 2 dizaines d'années. Donc c'est des choses qui ont finalement été des choses qui ont été finalement assez peu regardées. Alors, en revanche, elles ont commencé à être regardées au cours des dernières années pour des objets statiques. Alors ici, alors il y a plusieurs exemples. Ici, j'en montre 2 que je trouve intéressants. Le premier, c'est une goutte d'eau. Donc là, vous voyez une goutte d'eau qui est dans un univers qui est très sec. Alors comme l'univers est très sec, la goutte s'évapore. Parce qu'elle s'évapore, elle se refroidit.
et on va donc avoir un refroidissement de la goutte sur toute sa surface extérieure. La conséquence de ça, c'est qu'on va former de la glace depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et comme vous savez que la glace est a un volume supérieur à l'eau, eh bien, la conséquence de ça, c'est que la glace croît vers l'intérieur, et ensuite, comme elle est contrainte par la surface libre, eh bien, elle va finalement exploser. Vous avez un exemple dans la séquence qui est ici. Alors, un autre exemple qui est encore plus proche de ce que nous, ensuite, on va regarder, c'est si on dépose une goutte d'eau sur un substrat très froid. Donc ici, on a mis de la fluorécéine. Ah, c'est pas nous qui avons fait la manip, hein, mais on met de la fluorécéine dans l'eau, ce qui fait que la fluorécéine fluoresce. La fluorécéine gelée, donc la glace, elle ne fluoresce pas, et donc on distingue bien le front de solidification qui progresse vers le haut. Et je ne sais pas si je peux accélérer, non, je ne peux pas. Et en fait, ce qu'on va voir, mais ça peut prendre un peu de temps, c'est que, bon, on le voit ici, c'est qu'à la fin en fait, de cette solidification, en fait, le couplage entre ce front de solidification et puis la surface libre fait émerger une structure qui est assez universelle, qui se passe à chaque fois qu'on fait geler une goutte comme ça. Ça fait apparaître des structures pointues. On va attendre encore quelques secondes, on va la voir arriver. Une structure pointue, donc ici, en haut de la goutte gelée. Voilà. Donc, il y a aussi eu d'autres manips qui ont été réalisées où on déposait des gouttes sur des substrats très froids et on les regardait un peu s'étaler, mais très lentement. C'est plutôt de la déposition et on regardait la compétition entre la solidification et puis l'écoulement de la ligne de contact. Donc, comment une ligne de contact entre le liquide et le solide est brutalement arrêtée par la solidification. Mais en fait, des manips vraiment en dynamique, avec des écoulements rapides et des fortes déformations d'interface, on en a trouvé assez peu, enfin, pour ne pas dire pas. Et donc, on s'est lancé dans une manip donc, qui est en fait assez sommaire, hein, qui consiste à prendre un bloc de métal, à le refroidir en le plongeant dans de l'azote liquide, jusqu'à ce qu'il arrive à une température qu'on souhaite. Typiquement, ici, on va jusqu'à moins 80 degrés. Et puis ensuite, on sort le bloc de métal, et puis on fait tomber une goutte d'eau dessus, et la goutte d'eau va s'étaler et se solidifier. Donc ici, tout est à température ambiante, à part le substrat, hein, qui lui est froid. Tout le reste est à température de la pièce. Donc ici, les paramètres de contrôle, ça va être la hauteur de chute, donc typiquement l'inertie à l'impact, la taille de la goutte, la température du substrat. On va aussi changer le type de substrat. On va avoir du métal et puis du marbre, donc du cuivre, de l'inox et du marbre. La taille typique des structures qu'on forme, ça va être des choses qui sont très fines et très plates, puisqu'il y a beaucoup d'inertie, donc du coup ça s'étale beaucoup. Donc typiquement 2 cm de diamètre pour une hauteur qui va avoisiner entre 200 et 600 microns. On met tout ça dans une chambre suffisamment sèche pour qu'il n'y ait pas trop de givre qui se forme avant l'impact. Et puis on enregistre l'impact avec une caméra rapide, et puis on utilise ensuite, une fois que la structure est complètement gelée, un profilomètre optique qui va nous permettre de caractériser précisément le profil de la goutte qu'on a formée. Et on verra que ce sera pour nous en fait un objet crucial. Voilà, donc je commence avec des films. Alors, donc des films de cette expérience. Alors je commence par un film très simple où là, il n'y a rien qui est froid. Donc c'est simplement l'impact d'une goutte sur un substrat tout est à température ambiante. Donc ce qu'on voit, c'est que la goutte impacte le substrat, s'étale. Alors ce diamètre d'impact a été étudié dans beaucoup de papiers au cours des dernières décennies, enfin des 20 dernières années en gros. Donc on sait très bien caractériser le diamètre maximum ici. Et puis ensuite, comme l'eau n'a pas particulièrement d'affinité avec le métal, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, la goutte va se rétracter jusqu'à former une calotte sphérique, en gros, qui va avoir un angle de contact avec le solide qui, lui, est défini par justement les énergies d'interaction entre l'eau et le solide. Voilà, donc ça, c'est le cas classique de l'impact d'une goutte sur un substrat. Si maintenant, je fais exactement la même manip, mais maintenant, mon substrat, il n'est plus à température ambiante, il est à moins 10 degrés. Ce que je vais voir, c'est que, de la même manière, la goutte va s'étaler, mais là, elle ne va pas se rétracter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tout de suite à l'impact la formation d'une fine couche de glace qui va instantanément en fait, attraper la ligne de contact, si bien que
le liquide qui voudrait se rétracter est maintenant attaché à l'arête de la glace, maintenant cette couche de glace est en train de croître, et donc il va falloir que la couche d'eau puisse se détacher peu à peu de cette couche de glace pour pouvoir finalement se rétracter sur sa propre glace. Et finalement arriver à une goutte de forme aussi à peu près calotte sphérique, avec, eh bien, de la même manière, un angle de l'eau sur sa propre glace. Il faut savoir que lorsque la goutte se rétracte, elle se solidifie en même temps. Voilà, alors, ce qu'on fait ensuite, bon, alors, donc ça, c'est une forme qu'on a appelée... ah oui, alors, pardon, ensuite, la goutte qui est posée sur la glace, évidemment, finit par geler elle-même et faire apparaître la petite pointe qu'on a vue sur l'exemple de tout à l'heure. Donc ici, ça, c'est... on caractérise cette forme, on y reviendra par forme de chapeau ou œuf au plat. Et puis ensuite, on vient passer, là, dans la dimension diamétrale, on vient passer notre profilomètre optique, et donc on peut, comme ça, caractériser précisément le profil de cette structure. Alors attention, ici, vous avez 500 microns sur l'échelle verticale et, à peu près 2 cm sur l'échelle horizontale. Donc le rapport d'aspect est très grand. C'est vraiment un objet qui est très plat et très fin. Très bien, donc maintenant je continue, je fais la même manip, mais cette fois au lieu de me placer à moins 10 degrés, je me place à moins 30 degrés. Et donc ce qui se passe, donc pareil, au début, la goutte s'étale, atteint son diamètre maximum, se fait attraper par sa propre glace et donc n'arrive pas à se rétracter. Mais comme ici le substrat est plus froid que tout à l'heure, alors la glace va croître plus vite. Et donc à la fin, la couche d'eau qui reste et qui va pouvoir tant bien que mal se rétracter, elle est plus fine. Et la conséquence de ça, c'est qu'elle ne va pas pouvoir se rétracter entièrement pour finalement former une goutte au centre, mais elle va former une forme d'anneau sur son disque de glace. Et donc ça, c'est la forme qu'on appellera la forme en anneau et qu'on caractérise aussi précisément avec le profilomètre optique. Et donc on peut récupérer comme ça le profil de cette structure de glace. Voilà, donc on a finalement, on va principalement travailler sur ces deux motifs-là. Donc on a deux formes de structures gelées qui font apparaître les trois domaines. Donc un premier domaine ici d'épaisseur HP qu'on retrouve dans les deux cas, qui est en fait une sorte à peu près un cylindre d'épaisseur qu'on mesure, HP. Puis ensuite on a posé sur ce cylindre, on a une sorte de cône tronqué, qui est caractérisé par l'angle alpha, et puis ensuite, sur ce cône tronqué, on voit apparaître les motifs. Et donc maintenant, tout le reste de cette présentation, ça va consister à essayer de voir si on peut comprendre et prédire ces formes de structures gelées. Et alors, pour ce faire, eh bien, il va falloir revenir un peu en arrière, et puis essayer de se poser la question de savoir comment... En fait, quelle est la dynamique de progression de la glace, quelle est la dynamique de croissance de la glace. Et pour ça, eh bien, il a fallu qu'on se replonge dans des choses un peu plus anciennes et voir un peu comment est-ce qu'on peut modéliser ces problèmes-là. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Et je vais revoir un peu les différentes notions autour du changement de phase et de la propagation de la chaleur. Voilà, donc je commence avec... ces notions-là, avec une manip qui est super intéressante, qui a été faite, alors pas exactement comme ça, mais une manip proche qui a été faite au milieu du 18e, où on prend en gros un volume d'eau, typiquement, et on va extraire de l'énergie. Donc on va le refroidir de manière à peu près homogène. On va extraire de l'énergie de ce volume d'eau. Et donc comme ce volume d'eau est initialement à une température qui est scalée, et bien, la première conséquence de cette histoire, c'est que je vais refroidir mon volume d'eau. Effectivement, je vais le refroidir jusqu'à 0 degré. Alors ici, on trace en fonction du temps, mais c'est en fait comme on extrait de l'énergie avec un taux constant, eh bien, le temps représente simplement le temps qu'on attend avec ce taux constant. Et donc, du coup, on atteint 0 degré, et on continue à extraire de l'énergie, on continue à refroidir. Et là, ce qui va se passer, c'est que eh bien, pendant toute une période de temps, je ne vais plus diminuer la température, mais je vais transformer mon eau en glace. Et donc, toute cette énergie que je vais être obligé d'aspirer pour que ce changement de phase s'effectue, eh bien, c'est en fait de l'énergie qui sert à ranger en fait, les molécules dans une structure cristalline. Donc, le changement de phase eau-glace, c'est donc une réaction qui est exothermique et donc qui relâche de l'énergie. Et j'y reviendrai un peu après. Et puis ensuite, j'arrive ici
avec mon domaine là, qui est entièrement de la glace, et je continue à extraire de l'énergie. Et là, évidemment, de manière attendue, ce que je fais, c'est que je continue à diminuer la température. Donc voilà, donc cette énergie, hein, vous le savez tous, mais cette énergie cachée, qu'on croyait en tout cas cachée à l'époque où on l'a découverte, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Et donc, cette chaleur latente, comme je le disais, dans le cas du changement de phase de l'eau vers la glace, elle est émise par le mélange eau-glace, et donc elle est exothermique, et dans l'autre sens, de la glace vers l'eau, eh bien là, il faut absorber de l'énergie. Alors, je voudrais revenir 2 secondes là-dessus. Si on prend en fait cette manip-là, où on prend de l'eau à 0 degré, puis on met de la glace qui est bien inférieure à 0 degré. Alors, on va avoir tendance à penser, enfin intuitivement peut-être, que bien, comme la glace est dans un niveau d'énergie finalement qui est plus bas que l'eau, eh bien que toute l'eau va se transformer en glace. Oui, mais non, parce que justement, comme quand l'eau se transforme en glace, je rejette de l'énergie, je vais donc réchauffer mon environnement finalement localement, et donc je vais empêcher que toute l'eau ne puisse se transformer en glace. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, à mon sens, c'est assez contre-intuitif. C'est que finalement, quand de l'eau se transforme en glace, ça rejette de l'énergie, et donc ça a tendance à réchauffer localement. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est ce qui fait qu'on n'a pas toute l'eau ici qui va se transformer en glace. Voilà, et alors, bon, en plus de ces effets hein, qui sont connus, mais qui méritent d'être rappelés, il faut aussi rappeler que cette chaleur latente pour l'eau, elle est en fait assez énorme, puisqu'elle est de 300, donc pour 1 kg d'eau, elle est de 330 000 joules. C'est la même énergie qu'il faut pour faire passer ce litre d'eau, ce kilo d'eau, de 80 degrés à 0 degré. Donc il faut la même énergie pour refroidir 1 kg d'eau de 80 degrés à 0 degré que pour solidifier 1 kg d'eau. Et ça a beaucoup d'applications. Alors, une des plus classiques, je pense, elle se passe à l'heure de l'apéritif, quand on met un glaçon dans l'eau. Je pense que si on demande à beaucoup de gens, j'imagine beaucoup de gens, pourquoi est-ce que la boisson dans laquelle on met le glaçon se refroidit au contact avec le glaçon, la plupart des gens, je pense, vont vous dire que c'est parce que le glaçon est très froid. Et intuitivement, ils vont penser que mettre un glaçon à moins 20 degrés, ce sera plus efficace que de mettre un glaçon à moins 10 degrés. Et en fait, pas du tout. Finalement, ce qui absorbe le plus d'énergie et ce qui permet de refroidir votre boisson anisée, c'est la transition de phase de la glace vers l'eau. Et ce n'est pas le fait que la glace soit plus ou moins froide. Vous mettriez de la glace à 0 degré, finalement, à la fin, vous verriez peu de différence avec la température de la boisson. Voilà, et puis alors une autre conséquence agréable de cette chaleur latente, c'est qu'il est possible de skier même en plein soleil, puisque c'est pas parce qu'on a un air qui est à des températures supérieures à 0 degré que instantanément toute la glace, toute la neige va fondre. Il va falloir fournir beaucoup d'énergie pour faire fondre cette glace. Voilà, donc je reviens un peu à mes problèmes de solidification, je reviens dans ma manip. Donc je vous rappelle qu'on a un volume d'eau qui est posé sur un substrat très froid, et je commence à former de la glace. À mesure que je forme de la glace, comme on vient de le dire, je rejette de l'énergie dans la glace. Et donc, du coup, cette énergie, il va falloir l'aspirer, il va falloir l'évacuer. Et donc, du coup, se pose alors, évidemment, la question du transport de chaleur dans ces conditions. Et donc, on saute quelques dizaines d'années pour arriver à Fourier, et donc au principe de conduction de la chaleur, qui dit que, évidemment, la chaleur va toujours du chaud vers le froid, et il a formalisé ça avec ce qu'on appelle maintenant la loi de Fourier, où donc la densité de flux de chaleur est inversement proportionnelle au gradient de température, avec comme coefficient de proportionnalité la conductivité thermique, qui est une sorte d'habilité du matériau à faire passer de la chaleur. Et donc, on ne s'embêtera jamais trop avec les problèmes vectoriels, on va tout mettre en une dimension, et donc je réécris la loi de Fourier ici à 1D. Et nous, comme on veut savoir comment évolue la température avec le temps, eh bien, il faut coupler ça avec la conservation de l'énergie pour finalement arriver à l'équation de la chaleur, que j'ai écrit ici en une dimension, où j'ai la variation de la température ici par rapport au temps, qui est proportionnelle au Laplacien de la température, avec le coefficient de diffusion de la chaleur comme coefficient de proportionnalité. Et alors, voilà, donc c'est pas mal. Maintenant, je sais que j'éjecte de la chaleur par la solidification. Cette chaleur va se transmettre
dans la glace, on sait comment est-ce qu'elle va se diffuser. Et pour résoudre ce problème, donc, il faut qu'on ait les conditions initiales et aussi les conditions limitées. Donc là, ce que je viens de dire, c'est qu'on a quand même une condition limite qui est non triviale parce qu'on a éjection de la chaleur là, sur la limite du front de solidification. En plus, ça bouge. C'est pas très simple, mais ça a été en fait écrit pour la première fois par... donc là, je saute 8 ans, ce qui est finalement assez peu. 8 ans après, les premiers qui ont commencé à s'intéresser à ces problèmes-là, c'est Lamé et Clapeyron, alors qu'ils étaient en Russie en train d'enseigner le génie urbain, je ne sais pas comment on dit, et qui construisaient des ponts globalement. Ils se sont posé une question, c'est quel est l'âge de la Terre ? Alors, et puis ils se sont dit, la Terre, initialement, c'était un globe, une sphère liquide. On sait maintenant comment se propage la chaleur. Si on est capable de connaître la dynamique de solidification de la croûte terrestre, alors il me suffira de connaître l'épaisseur de la croûte terrestre pour connaître l'âge de la Terre. Et donc du coup, eh bien, ils ont fait ce petit schéma-là. Mais bon, comme c'était quand même compliqué de le faire en sphérique, ils se sont essentiellement intéressés à ce qui se passe ici, le long d'un axe Z. Et donc finalement, la manip, elle revient en une dimension à celle-ci. Donc j'ai 0 degré ici, c'est l'espace. Le solide, là, c'est la croûte terrestre qui croît vers le haut. Et ça, c'est le liquide. Alors comme eux aussi avaient, comme les gens savaient déjà à l'époque que la chaleur latente était bien plus importante que l'énergie qu'il fallait pour refroidir le liquide, eh bien en fait, en général, dans ces manips, on met le liquide à la température de fusion. Ça évite d'avoir à se farcir la propagation de la chaleur dans le liquide. Voilà, et donc du coup, il fallait formaliser ce qui se passait ici à la surface de solidification, et donc ça a été, je crois, les premiers à écrire cette condition aux limites, qui dit que la vitesse de croissance de mon front de solidification est proportionnelle à la différence des flux de chaleur dans le solide et dans le liquide. Alors comme ils ont négligé, et nous aussi c'est ce qu'on fera, le flux dans l'eau, finalement je me retrouve avec juste 2 termes. La vitesse de propagation ici du front de solidification est proportionnelle au flux de chaleur dans le solide. Autrement dit, plus je suis capable d'aspirer de la chaleur dans mon solide, et plus je vais pouvoir progresser, avoir une croissance de mon solide qui est rapide. Très bien, alors ils ont fait ça. Alors malheureusement pour eux, ils n'ont pas vraiment réussi à aller jusqu'au bout du problème. C'est pas un problème qui est complètement trivial. Malgré tout, ils sont arrivés à la conclusion que h ici devait croître comme la racine carrée du temps avec un coefficient de diffusion effectif qui est ce qu'il est, mais que eux à leur époque n'avaient pas réussi à formaliser. Et je reviendrai après dessus. Ce sera fait 50 ans après. Avant de revenir là-dessus, donc en tout cas, c'est les premiers à avoir écrit que la glace devait croître en racine carrée du temps, comme on pouvait s'y attendre dans un phénomène diffusif. Alors, si maintenant on essaye d'évaluer un peu la pertinence de leur manière de calculer l'âge de la Terre, alors on ne va pas le faire de manière compliquée, on va simplement supposer ici que dans le solide, j'ai un profil de température qui est constant, qui est linéaire, et donc du coup, je peux remplacer mon gradient de température simplement par la différence de température entre la fusion et ici le 0 degré, divisé par la hauteur. Donc j'ai ici delta T sur H, et donc du coup, je vais avoir simplement une équation différentielle où H dH à dt va être égal à une constante, donc ça, je peux le résoudre très facilement. Et donc ça me donne effectivement que H va comme la racine carrée du temps, avec un coefficient de diffusion effectif qu'on peut calculer. Et donc en faisant ça, eh bien, j'arrive à un âge de la Terre qui est de 3 millions d'années, c'est-à-dire, somme toute, assez éloigné des 4 milliards d'années de l'âge réel de la Terre. Alors pourquoi ça ? Eh bien parce qu'effectivement, moi je ne sais pas exactement pourquoi, je ne connais pas très bien le fonctionnement du noyau, mais j'imagine qu'un des principaux problèmes là-dedans, c'est le fait d'avoir considéré que le liquide ici était au repos, alors que j'imagine que dans le noyau, il doit y avoir beaucoup de convection qui ramène continuellement du liquide chaud et qui va l'empêcher de se refroidir et de se solidifier. En tout cas, ça amène à 3 ordres de grandeur dans l'estimation ici de l'âge. Voilà, alors revenons un peu à notre problème maintenant de la croissance de la croûte ici terrestre. Eh bien, donc, ce problème ensuite a été résolu, donc 50 ans après, par Joseph Stephan, donc un Autrichien,
qui se repose en fait la question de la croissance de la glace, lui pour le coup, donc, et qui repose tout le problème bien proprement, comme on l'a fait. Donc, équation de la chaleur dans le solide, ici la condition aux limites, et il va un peu plus loin dans la manière de résoudre le problème, et il arrive finalement à une équation transcendantale pour la détermination du coefficient de diffusion effectif. Donc effectivement, ce coefficient de diffusion effectif, on ne peut pas le déterminer analytiquement, mais en tout cas, on peut arriver à une équation transcendantale qu'on peut résoudre numériquement pour avoir sa valeur. Et donc, eh bien, fort de son succès, finalement, c'est lui qui s'est accaparé tous les honneurs. Et maintenant, ce problème, on l'appelle le problème de Stéphan. Et cette condition aux limites, on l'appelle la condition de Stéphan. Voilà, et ben nous, on est contents parce que maintenant, on a à peu près remonté tout le fil de cette histoire et on arrive avec, on pense en tout cas, tous les ingrédients qu'il faut pour connaître la croissance de la glace dans notre cas. On sait résoudre l'équation de la chaleur, enfin, on peut trouver l'équation transcendantale qui nous donne df. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on retourne dans notre labo et là, on fait une manip. Alors, différente de ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'idée, c'est d'essayer de voir déjà si ça marche. Donc, on prend un tube de plexi qu'on pose sur un substrat qui est très froid. On met de l'eau dans le tube de plexi. Et puis, donc, c'est simplement une manip de solidification 1D sans convection. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, on a croissance. Donc, ça, c'est... Donc là, vous avez la glace qui croît. Donc ici, vous avez le substrat qui est très froid, la glace qui croît et l'eau liquide à température ambiante. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure en fait la croissance de cette glace, et puis on le trace en fonction du temps. Et on trace en pointillé le modèle de Stéphan, qui nous est donné par ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, on est super content parce que ça marche très bien. Alors, en point, c'est les manips. Et puis, en pointillé, c'est le H qui va comme racine de DFT avec le bon DF bien calculé. Très bien. Et puis, alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on change de substrat. Ça, c'était avec du cuivre. Et maintenant, on le fait avec de l'acier. Et là, ça ne marche plus du tout. Alors, du coup, on était embêtés. Parce que ça voulait dire qu'il y avait quand même, il manquait un truc dans la théorie. Et puis, alors, on a eu beau chercher dans tous les bouquins. Il y a des bouquins entiers sur le problème de Stéphan. Ça a beaucoup amusé les mathématiciens. Mais finalement, ce problème qui reste quand même assez sommaire, nous, on l'a jamais trouvé traité nulle part. Et donc, eh bien, ce qu'on s'est dit, c'est que probablement que ce qui n'allait pas dans notre histoire, c'est qu'on considérait que dans le substrat, on avait une température constante, ce qui est sans doute pas faux avec du cuivre qui conduit très très bien la chaleur, mais avec de l'acier qui conduit un peu moins bien la chaleur, il était probable qu'il faille prendre en compte la propagation de la chaleur aussi dans le substrat. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, du coup, eh bien, on a refait une sorte de problème de Stéphan un peu plus riche, où on résout simultanément l'équation de la chaleur dans la glace et dans le substrat. Et toutes les autres conditions aux limites, c'est égalité des températures et des flux. Et ici, on a la condition de Stéphan. Et en faisant ça, eh bien, on arrive aussi à cette dynamique-là. En revanche, maintenant, le coefficient de diffusion effectif, il est solution d'une équation transcendantale qui est plus complexe et qui notamment contient tous les paramètres thermiques de la glace, mais aussi du substrat. Et donc, on peut calculer maintenant ce coefficient de diffusion effectif, et on le trace, et là, on arrive assez bien à récupérer la dynamique de la croissance de glace dans cette manip élémentaire, où maintenant, on a sans doute, on a en tout cas un profil de température qui s'établit aussi dans le substrat, et qui modifie la condition aux limites ici entre la glace et le substrat. Voilà, alors on ne s'arrête pas juste à ça, on était content, mais on n'était pas complètement rassuré, on a voulu en faire plus, donc là, on fait toute une série de manips, où on trace le coefficient de diffusion expérimental, donc celui que je mesure avec la manip que je vous ai montré avec le tube, et puis le coefficient de diffusion effectif théorique qu'on calcule avec le modèle que je vous ai montré. Et ça, on le fait pour plein de manips. Donc, on fait de l'eau en contact avec du cuivre, de l'eau en contact avec de l'acier. On change aussi les hauteurs d'eau, puisque dans le modèle, on dit que la hauteur d'eau est infinie. Ici, on change un peu la hauteur d'eau. On voit que ça marche quand même assez bien. On utilise aussi de l'eau avec différentes températures, puisqu'on avait fait comme hypothèse que la température de l'eau ne devait pas bouger. Et on voit que, de la même manière, ça marche aussi assez bien. Puis on a même changé de liquide, on a fait avec de l'hexadécane. Et donc, de la même manière, on retrouve que dans tous les cas, on a DF expérimental qui est à peu près égal au coefficient de diffusion effectif théorique. Voilà, donc maintenant, on a tous les ingrédients qu'il nous faut pour nous reposer la question de comment fait-on pour prédire, peut-on maintenant prédire ces structures. Alors, pour ce qui est de la sous-couche, ici, on va considérer que c'est simplement un cylindre. Hein. Ici, on néglige en fait ces effets de bord. Hein. On considère que c'est simplement un cylindre. On a la dynamique de croissance de la glace, donc il nous manque simplement maintenant le temps pendant lequel cette glace croît. Et donc là, on re-regarde
on regarde la manip. Donc ça, c'est le même film que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit que donc ça s'étale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pendant ce temps-là, il y a tous les bords qui essayent de se décrocher de l'arête de la glace. Et donc en fait, ce qu'on pense, c'est que cette galette de glace, cette sous-couche de glace, s'arrête de croître quand l'eau commence à se rétracter, c'est-à-dire au moment où je vous ai montré. Et donc en fait, l'idée, c'est de se dire, finalement, tout ce temps qu'il va falloir à l'eau pour se décrocher de la ligne de contact, c'est le temps pendant lequel va croître cette sous-couche. Et ce temps-là, il est donné par le temps de relaxation de la ligne de contact. C'est-à-dire que quand je m'étale, j'ai un angle ici de l'eau sur la glace qui est ce qu'il est, qui est donné par les paramètres de contrôle, qui est quasiment, enfin, qu'on ne sait pas prédire en tout cas, mais qui est sans doute assez grand. Et puis ensuite, il va falloir que cet angle-là arrive à un angle suffisamment bas pour pouvoir se décrocher de l'arête de la glace. Et c'est ce temps-là qu'on appelle topé, qui va définir le temps pendant lequel croît la couche de glace. Et en fait, ce temps, je ne vais pas en dire trop, mais ce temps, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce temps, il est d'origine capillaire, puisque les problèmes de dynamique de ligne de contact sont d'origine capillaire. Comme on est à petite échelle, c'est plutôt la viscosité qui va empêcher, qui va dissiper l'énergie pour la relaxation de cette ligne de contact. Et donc ce temps, il est sans doute l'équilibre entre de la capillarité et de la viscosité. Ici, c'est la tension de surface, ici, c'est la viscosité. Et donc pour former ce temps, il faut faire apparaître l'épaisseur de l'eau ici. Et le coefficient de proportionnalité ici, il est toujours le même, en fait. Donc du coup, on peut avoir une prédiction de ce temps. Et donc en ayant une prédiction de ce temps, comme on connaît la dynamique, on peut avoir une prédiction pour HP. Donc qui doit être égal à racine de df sur topé. Donc ce qu'on fait, c'est que maintenant, on va tracer h carré sur topé. Donc là, on les mesure, on mesure HP, on mesure topé, et ça, on le trace en fonction du coefficient de diffusion effectif qu'on a calculé théoriquement. Pour toutes les manips qu'on a faites, donc différentes vitesses d'impact, différentes tailles de gouttes, et aussi les différents substrats. Et on voit qu'à part dans quelques cas, pour la grande majorité des cas, on arrive à peu près bien à se rassembler là, le long d'une droite de pente 1, qui, du coup, a pour conséquence de confirmer d'abord que le coefficient de diffusion effectif théorique qu'on avait dans une manip bien propre de tube 1D, finalement, ça marche aussi pas si mal dans le cas de la goutte, et puis que ce temps de relaxation de la ligne capillaire est aussi le bon temps caractéristique à prendre en compte si on veut prédire cette épaisseur HP. Voilà, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder maintenant ce qui se passe au-dessus de HP. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on forme la zone intermédiaire, là, qui a une forme de cône tronqué, et puis les motifs au-dessus. Alors pour ça, il faut re-regarder bien précisément les films et s'apercevoir qu'en fait, au moment de la rétraction, c'est-à-dire que là, dans les deux cas, je vais avoir le liquide, donc là, il a formé, HP est formé, il va se rétracter. Et au moment de cette rétraction, j'observe que les deux couches de liquide ont une forme qui a tendance à faire apparaître une sorte de surépaisseur sur les bords, là, et puis de dépression au centre. Si bien que, pour le cas à 10 degrés, quand je vais me rétracter, je vais arriver à résorber en fait, cette dépression au centre. De manière, vous voyez là, ça se voit, tac, et finalement je termine avec une goutte d'eau. En revanche, quand l'épaisseur de liquide est plus faible, cette dépression ici ne va pas réussir à remonter proprement et elle va se faire attraper par le front de solidification qui va l'empêcher du coup de remonter, et c'est comme ça qu'on finit, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, qu'on finit sur cette structure en anneau. Donc en fait, si je schématise le scénario qu'on propose, on a cette couche ici qui a cette sorte de dépression au centre, et alors soit la solidification est plus lente que la rétraction, c'est-à-dire que le liquide a le temps de se rétracter avant que la solidification ne l'attrape, et je termine avec une goutte posée sur une structure de glace. Et dans le cas contraire, j'ai la solidification ici qui attrape le centre de ma couche de liquide, et je termine avec mon anneau. Alors, pour savoir si ce scénario est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant estimer un peu en loi d'échelle. Enfin, d'abord, on va commencer par mesurer la vitesse de rétraction et la vitesse de solidification. Alors, mesurer la vitesse de rétraction,
c'est assez facile. On regarde, on filme la couche de liquide qui se rétracte, et puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elle a une vitesse constante. Et donc du coup, on peut la tracer, et c'est ce qu'on fait. Voilà. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc on trace la vitesse de rétraction en fonction de la température pour toutes les manips qu'on a fait. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que en fait, j'ai toujours la même vitesse de rétraction, qui vaut ici 17 mm/s. Alors, sachant que ici, c'est toujours le même liquide, hein, c'est toujours de l'eau qui se rétracte. En revanche, les épaisseurs de liquide qui se rétractent, elles peuvent varier. Et en fait, le fait qu'ici, j'ai une vitesse de rétraction constante, nous fait plutôt sélectionner un régime de rétraction qui sera plutôt visco-capillaire et qui nous permet d'écrire une loi d'échelle pour la vitesse de rétraction et où l'inertie finalement joue un rôle assez faible. Alors je ne vais pas revenir dessus, mais pour que l'inertie joue un rôle ici, il aurait fallu que l'épaisseur de liquide joue un rôle, et ce qui ici n'a pas l'air d'être le cas, puisque quelles que soient les manips, j'ai toujours la même vitesse. Donc j'ai un scaling pour la vitesse de rétraction de ma couche de liquide sur la glace. Pour ce qui est de la vitesse de solidification, je connais la dynamique, je sais que c'est une racine. Comme je veux une vitesse pour pouvoir faire des lois d'échelle, eh bien, je prends la pente de la racine à ce point-là, et donc ça se fait très facilement, et donc ça me permet d'avoir la vitesse de solidification au moment où le liquide commence à se rétracter. Alors, si ce que je dis est pas trop faux, cette pente-là, qui est formée par l'action conjointe de la rétraction et de la solidification. Alors, si les ordres de grandeur ne sont pas mauvais, cette pente-là, la tangente de cette pente, doit être égale à la vitesse de rétraction, la vitesse de solidification, pardon, divisée par la vitesse de rétraction. Et donc, comme on a tous les paramètres, on peut tester ça. Et donc, on trace tangente alpha qu'on mesure sur la structure de glace en fonction du rapport des deux vitesses, et on voit que ça marche pas trop mal pour la plupart des manips. Donc vraiment, la formation de cette structure-là de conique d'angle alpha est issue du couplage entre la rétraction capillaire et puis la solidification. Alors ici, on voit qu'on n'a pas une droite de pente 1. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on a un peu surestimé la vitesse de solidification, la vitesse de rétraction, puisqu'on prend la vitesse de rétraction au début de la rétraction, mais comme c'est en racine, la vitesse diminue. Donc je pense que ce préfacteur vient du fait d'avoir surestimé un peu cette vitesse. Voilà, et donc ensuite, ce que je peux faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, ce qui va probablement déterminer le type de motif que je vais sélectionner, ça va être un problème de temps caractéristique. Ai-je le temps de me rétracter ou n'ai-je pas le temps de me rétracter? Et donc pour ça, je construis deux nombres en loi d'échelle. Donc un nombre de solidification qui est donc l'épaisseur de l'eau, ici, liquide, divisé par la vitesse de solidification. Ça me fait un temps de solidification pour solidifier la couche liquide. Et puis pour ce qui est de la rétraction, je prends le temps de rétraction, le rayon ici total divisé par la vitesse de rétraction, et ça me donne un temps caractéristique de rétraction. Et donc, si effectivement le scénario qu'on propose n'est pas mauvais, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer les deux temps l'un en fonction de l'autre. Et donc ici, le temps de rétraction est tracé en fonction du temps de solidification. En bleu, j'ai colorié toutes les manips qui donnent lieu à des anneaux. En rouge, qui donnent lieu à des chapeaux. Et je vois qu'avec cet espace des phases, j'arrive assez bien à séparer mes deux motifs. Pareil, ici, j'ai un préfacteur, mais qui est sans doute dû aux approximations qu'on a faites. Alors, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est bien ces problèmes de couplage, de temps caractéristique entre la solidification et la rétraction capillaire qui va me sélectionner tel ou tel motif. Alors ici, vous voyez qu'il y a toute une zone de points qui auraient dû être bleus et qui sont rouges. Et alors, ce qu'on pense, on n'a jamais vraiment réussi à le montrer, disons, proprement. Mais ce qu'on pense, c'est qu'en fait, ici, c'est essentiellement en fait, des manips qui sont faits avec des petites gouttes et avec des petites vitesses d'impact. Et donc, en fait, c'est des nappes liquides qui vont être trop petites pour ne pas pouvoir présenter proprement cette déflexion au centre, et donc qui ne vont pas arriver à se faire attraper alors qu'elles auraient dû se faire attraper au centre. Elles vont continuellement rester en gouttes et donc finalement finir en gouttes au lieu de se faire attraper par la solidification. Voilà.
Donc du coup, on comprend bien l'intérêt de travailler sur ce couplage entre donc, les transferts thermiques, la solidification et puis les écoulements capillaires. Et alors je voudrais, pour terminer, vous parler d'une dernière chose qu'on ne comprend pas encore très bien, mais je vais simplement vous montrer les résultats. Donc si je reprends la manip que je vous ai montrée déjà plein de fois, donc ici, ça se rétracte, et ce que je vous dis, c'est que le liquide se rétracte sur sa propre glace pour finalement aller trouver un angle d'équilibre qui lui sied du liquide sur le solide. Alors évidemment, pour avoir cet angle, il faut attendre suffisamment longtemps. Donc il faut qu'on ait une vitesse de rétraction qui soit nettement supérieure à la vitesse de solidification. Très bien. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez contre-intuitif, parce que ce que je vous ai dit brièvement au début, c'était que cet angle d'équilibre était donné par les affinités énergétiques entre le liquide et le solide. Mais là, on est en train de parler de l'eau et de l'eau. Et donc, il devrait y avoir des affinités qui soient assez fortes. Et donc, en général, les gens s'attendent plutôt à ce que l'eau mouille la glace entièrement et ne se rétracte pas dessus. Et pourtant, nous, c'est ce qu'on observe. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans cette idée-là, ce qu'on fait, c'est qu'on trace. Alors, on peut mesurer cet angle-là une fois que tout est solide. D'accord ? Sur la structure de glace, on peut mesurer cet angle. C'est ce qu'on appelle θF. Alors, évidemment, ce n'est pas l'angle que fait exactement le liquide avec la glace, mais en tout cas, ça nous en donne une idée, modulo la solidification et le changement de densité, etc. On peut aussi calculer θF lorsqu'on a des structures en anneaux comme ça. Et donc on peut tracer θF en fonction du rapport des temps caractéristiques. Et c'est ce qu'on fait. Et pareil, on colorie en bleu les anneaux, en rouge les chapeaux. Et eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on ne laisse pas au problème, au système, le temps de se rétracter, eh bien, on a toute une gamme d'angles d'équilibre. On ne sait pas trop ce que c'est, on se doute que c'est compliqué parce que, en gros, l'eau est en train de se rétracter, de se solidifier, et d'un coup, elle se fait figer, et puis on a sans doute de la rétraction capillaire encore là-dessus, et ensuite, ça vient se solidifier, et donc l'angle qu'on mesure, il est difficile à estimer. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que quand on laisse le temps à la nappe liquide de se rétracter sur sa propre glace, eh bien, je vois que je ne viens pas former n'importe quel angle, je viens former un angle qui semble être constant. Alors ici, en solide-solide, il vaut 12 degrés, il est probable qu'en liquide-solide, il soit un peu différent, mais ce qui est important ici, c'est que cet angle, il n'a pas l'air d'être aléatoire, il a l'air d'être vraiment sélectionné par le système, et donc ça pose vraiment la question de comprendre mieux ces phénomènes à petite échelle de mouillage de l'eau sur la glace. Pour l'instant, nous, on n'en sait pas plus, mais ça fait partie des choses qu'on va travailler dans les années qui viennent. Voilà, alors pour terminer, j'espère vous avoir montré qu'effectivement, la solidification modifie fortement l'étalement d'une goutte d'eau, que c'est bien l'interaction entre ces deux phénomènes que sont l'hydrodynamique capillaire et la solidification et le transfert de chaleur qui va jouer un rôle pour former ces structures, et qu'il faut bien prendre en compte les propriétés du substrat. Alors on a aussi fait, alors maintenant je vous montre un peu ce qu'on a fait d'autre très très brièvement. En fait, on a aussi travaillé, alors ce qui se passe, c'est que quand la structure est gelée et qu'elle est sur un substrat qui est lui à moins 80 degrés, elle gèle, au début elle est à 0 degrés, puis ensuite elle continue à se refroidir, et en se refroidissant, elle va avoir tendance, comme tout corps qui se refroidit, à se contracter, mais comme la solidification sur le substrat l'a attachée au substrat, eh bien on vient former des contraintes élastiques qui sont très fortes, et donc on a de la fracturation qui se fait dans ce système, et donc on a caractérisé assez bien tous ces problèmes de fracturation, et notamment les températures auxquelles est-ce que ça devait apparaître. Et puis ensuite on a travaillé sur les problèmes aussi liés au splash d'une goutte sur un substrat froid. Enfin, on est en fait en train de travailler dessus. Et puis, comme je vous disais, on a développé d'autres manips, et notamment on s'intéresse à des problèmes de ruissellement. Alors déjà, on a fait des ruissellements 1D, et donc ici, je vous montre une manip qui a été réalisée par Donatien Motin, qui est maintenant ici, et à l'époque, il travaillait avec nous, et donc c'est lui qui a commencé à faire solidifier des filets d'eau sur des structures très froides. Et ce qui est marrant, c'est que de la même manière que pour les gouttes, mais pour ça, il faudrait encore 1 heure pour en parler, eh bien, je forme des structures qui sont extrêmement solides, c'est-à-dire qui sont reproductibles et qui sont assez simples et finalement assez contre-intuitives. Et ça, c'en est une. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci Thomas. On a le temps pour plusieurs questions. Allez-y, Eric. Oui, merci pour cette belle conférence. J'avais une question par rapport au fait d'utiliser des liquides qui pourraient être surfondus. Est-ce qu'on peut avoir des comportements Oui, bien sûr. Alors, nous, comme vous l'avez remarqué, on évite ça. C'est-à-dire que l'eau peut être surfondue. Mais en fait, ce qui se passe, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas très bien, je pense que nos manips sont suffisamment crades pour que l'eau n'ait jamais le temps d'être surfondue. Et donc, du coup, on n'a pas de comportement lié à la surfusion. C'est-à-dire que nous, automatiquement, quand la goutte tombe sur le substrat métallique ou de marbre, il va se solidifier. Donc on ne va pas avoir de comportement lié à la surfusion. En revanche, il y a effectivement, si c'était surfondu, il ne fait aucun doute que les dynamiques seraient complètement différentes. Question ? Vous mentionnez le côté un peu contre-intuitif de la tension de surface entre l'eau et sa glace, puisque c'est les mêmes molécules. En métallurgie, les gens mesurent des tensions de surface entre les joints de grains, en fait, donc le même matériau, mais orientation différente. Est-ce que c'est des choses qui sont du même ordre de... Je ne sais pas du tout, mais par contre, ça m'intéresserait d'en savoir plus là-dessus. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais ça m'intéresserait. En fait, on est en train on va faire des manips vraiment dédiés à ces problèmes de mouillage d'eau sur la glace qu'on attaque en fait en ce moment. Mais donc, je prendrai les conseils avec plaisir. C'est un peu dans le prolongement de la remarque précédente. Alors, tu as parlé de manip suffisamment crade, donc ça m'a fait sourire. Parce que j'ai travaillé sur des interfaces il y a une époque lointaine. L'eau, c'est quoi? C'est de l'eau distillée? C'est de l'eau distillée. Et en termes de gaz dissous, des choses comme ça, il y a des précautions qui sont prises ou pas? Alors, en fait, dans les manips oui, l'eau, elle est... Alors, pas pour toutes, mais pour les manips, notamment pour... les manips en tube, on a fait bouillir l'eau pour enlever le gaz. En revanche, on ne l'a pas fait pour toutes les manips d'impact de goutte. Mais, alors, ce qui se passe, c'est que on n'a pas l'air... En fait, vous voyez, quand vous regardez les structures de glace que je vous ai montrées, si je ne dis pas de bêtises, on a un peu deux couleurs. Alors, je vais essayer de revenir... Je ne sais pas si ça se voit bien. Non, ça ne se voit pas bien sur ces manips-là. En fait, en général, la glace est quand même assez transparente, ce qui nous fait penser qu'aux vitesses de solidification qu'on est, il est probable que l'air ne soit pas emprisonné dans la glace et qu'elle soit rejetée, poussée par le fond de solidification. Du coup, ça peut rebondir sur les questions qu'à l'interface, quand on prend une première couche, on n'a pas exactement la même nature de matériau que quand ça revient dessus. Ça revient un peu aux problèmes d'interface. Mais pourquoi ce ne serait pas pareil? Ah, parce qu'il y aurait de l'eau bulleuse sur une glace non bulleuse? Je sais pas. Je sais pas, mais ça m'étonnerait parce que... Mais bon, c'est vrai. Derrière cristaux, la taille des cristaux. La taille des cristaux? Ouais. Dans la glace? Ouais. Aucune idée. Parce qu'en fonction de la vitesse de refroidissement, on doit avoir des choses qui bougent. Je sais pas du tout. Quand tu parlais de splash à la fin, là, le splash, c'est quoi? C'est juste que tu tombes de plus haut? Non, ça c'est une bonne question. Alors en général, oui, le splash, c'est qu'on tombe de plus haut. Mais ce qui est rigolo, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, bon, parce que c'était la fin, j'avais peur de vous ennuyer, mais en fait, ce qui est super rigolo, c'est que donc ça, c'est ce qu'on appelle du splash. Le splash, c'est en fait assez crucial en hydrodynamique capillaire, puisque ça détache plein de gouttelettes, et dans bien des cas, on ne veut pas que les gouttelettes se détachent, et on préférait qu'elles reviennent avec la goutte. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces histoires de splash, et effectivement, en général, plus on a de l'inertie, plus on a du splash. Mais ici, ce qui est très rigolo, c'est que, alors qu'on n'aurait pas de splash à température ambiante, le fait d'impacter sur une structure très froide génère du splash. En fait, ce splash-là que vous voyez, c'est parce que le substrat est très froid, et si on refaisait exactement cette manip-là, à température ambiante, vous ne verriez aucun splash. Et donc, du coup, il y a toute la question de la déstabilisation de la ligne de contact et de la formation de ligaments des corolles générés par le froid
qui est une question qu'on est en train d'essayer de se poser aussi. On aurait pu penser l'inverse, a priori. Absolument, absolument. Ce qui est probable, on ne sait pas très bien en fait, ce qui est probable, c'est qu'il y ait une influence peut-être de la densité de l'air avec la température, qui va peut-être avoir tendance à déstabiliser un peu plus la corolle qui est en vol, ou peut-être des effets type rugosité de la ligne de contact. Quand on impacte sur quelque chose de rugueux, on a tendance à se déstabiliser plus facilement. Peut-être que la solidification à la ligne de contact a le même genre de comportement et va générer du splash. Mais en fait, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on l'observe et on est en train de faire des manips pour essayer de voir si on peut le caractériser. Une dernière question ? Moi, j'en ai une. Est-ce que pour l'instant, ce que vous avez compris, là, tout ça, par rapport aux applications que tu as dit au début, est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à... T'as une idée justement qu'est-ce qu'il faut faire enfin voilà, qu'est-ce que si tu reviens aux questions appliquées. Alors pour ce qui est de tous ces problèmes en fait une des choses qui a le mieux marché pour ces histoires, donc l'idée c'est d'éviter que la glace ne vienne se coller sur les ailes d'un avion typiquement. Et une des choses dans ce qu'on a fait qui a le mieux marché, mais dont j'ai pas parlé ici malheureusement, comme je vous disais, quand la goutte impacte une surface métallique, elle va au bout d'un moment se fracturer. Et en fait, dans certains cas, au lieu de se fracturer, elle délamine. Et ça pourrait par exemple être une solution, c'est-à-dire mettre des surfaces, je ne sais pas, qui permettraient en fait à l'eau, non pas de s'accrocher et de se fracturer, mais au moment où on a trop de contraintes élastiques, de délaminer et de sauter. Voilà. Pour ce qui est de ce qu'on a fait, de ce que je vous ai montré aujourd'hui, je pense plutôt que notre marge de progression est plus grande dans les écoulements environnementaux. On va peut-être essayer plus de s'intéresser à la manière dont se forment des stalagmites de glace ou des sortes la formation des cascades de glace. Peut-être que là, on peut apporter un peu de choses qui n'ont jamais été faites encore. En fait, pour l'instant, les aviateurs, ils ont été hyper efficaces. Ils ont quand même, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Et même si, pour l'instant, leurs solutions ne sont pas idéales, ils ont quand même des solutions. Et pour arriver à leur proposer quelque chose en partant de zéro qui leur sera utile, je pense qu'il va falloir travailler encore un peu. Eh bien, on remercie Thomas encore une fois.